Bonjour à tous, bienvenue pour ce 11e résumé de livre de l'année. Aujourd'hui on va parler de La guerre des idées, enquête au cœur de l'intelligentsia française de Eugénie Bastier. Donc je vais vous présenter rapidement Eugénie Bastier, ensuite je vais vous parler du contenu du livre, et enfin je vous dirai ce que j'en ai pensé, et puis on parlera un petit peu de tout ce que ces choses, ces sujets abordés dans le livre entraînent comme débat ou comme réflexion. Eugénie Bastier, elle est née en 1991 à Toulouse, c'est une journaliste, polémiste et essayiste française. Elle est journaliste au Figaro, elle participe aussi au lancement de la revue Limite, et elle est souvent chroniqueuse éditorialiste sur CNews. Elle fait partie de la nouvelle génération d'intellectuels qu'on classifie de droite conservatrice. C'est une des figures de proue avec Charlotte Dornelas et Marion Maréchal Le Pen. Alors moi, je dis tout de suite en introduction de cette vidéo, je suis pas du tout politique, enfin comment dire, je m'intéresse pas particulièrement à la politique, etc. Mais je suis de temps en temps des petites interviews, etc. Il y a un journaliste que j'aime beaucoup, enfin un philosophe que j'aime beaucoup, c'est Michel Onfray. Et donc j'ai pas mal lu de livres de Michel Onfray, j'ai pas mal vu de débats de Michel Onfray, etc. Et là, c'est que depuis cette année que je commence un petit peu à regarder des débats politiques et des petites vidéos autour de ça. Donc je commence lentement à rentrer dans ce monde-là que je ne connaissais pas du tout. Et voilà, j'ai déjà lu des ouvrages d'un peu tous les côtés politiques, etc. Et donc là, c'était la première fois que je lisais un livre de Eugénie Bastier et première fois que je lisais un livre de droite conservatrice. Et bah, c'était super intéressant et on va en parler tout de suite dans la description en fait, de ce qui se passe dans ce livre. Ce livre, c'est un peu l'explication de l'évolution de la pensée des intellectuels français depuis l'affaire Dreyfus, plus ou moins. C'est un petit peu le tournant que Eugénie Bastier prend comme première date avec l'affaire Dreyfus qui symbolise la victoire de la gauche sur la droite, la victoire des intellectuels de gauche sur les intellectuels de droite. Ensuite, elle explique que l'action française dans les années 30 tente un petit peu d'imposer, enfin se ressoude un petit peu et fait ressurgir un groupe d'intellectuels de droite. Mais ensuite, avec le régime de Vichy, c'est définitivement la défaite des penseurs de droite, des intellectuels de droite. Et ensuite, les intellectuels qui vont suivre sont souvent de gauche. Il y a vraiment une victoire définitive des penseurs de gauche à partir de ce moment-là, incarnée vraiment par Sartre et Simone de Beauvoir. Voilà, donc après la Seconde Guerre mondiale, qui sont les grands dominants de la pensée en France, et qui sont, comme elle le dit, très sectaires, et on arrive sur quelque chose on arrive sur limite une dictature de la pensée un peu de la gauche, où la gauche vraiment impose ses idées partout, et puis être de droite, c'est vraiment directement être considéré comme fasciste et compagnie. Elle dit ensuite que dans les années 70-80, il y a une petite illusion de retour de la liberté de penser, que ce soit à droite ou à gauche, et du débat, avec une opposition en fait entre un espèce de centre droit et un centre gauche qui vont se battre entre eux. Mais en fait, elle dit que ce centre droit et centre gauche, déjà elle les appelle centre droit et centre gauche parce qu'en fait ils sont tous d'accord pour aller dans la direction du libéralisme et qu'il n'y a plus vraiment d'opposition au libéralisme et que tout le monde est plus ou moins d'accord là-dessus. Et donc il y a quand même des débats, il y a du respect, etc. dans les débats qu'il y a entre ces différentes idéologies, mais que tout le monde est quand même plus ou moins d'accord pour avancer dans la direction de la mondialisation et du libéralisme. Donc le constat de départ de Eugénie Bastier, c'est que aujourd'hui, il y a plus de pluralisme, donc il y a plus de liberté de penser, etc. Dans les faits, en théorie, mais il y a plus de sectarisme en même temps. Dans les années 80, comme elle le dit, il n'y avait pas d'opposition. Aujourd'hui, il y a une génération qui ne veut plus être offensée, qui estime qu'elle n'a pas le droit d'être offensée, et elle dit que cette génération-là ne veut plus d'opposition et qu'elle criminalise automatiquement les idées. Ça vient d'après ce que dit Eugénie Bastier, de la violence symbolique de Bourdieu, qui dit qu'en gros, la violence se fait aussi dans le discours, dans les symboles, envers les opprimés, et que, en fait, cette génération-là, donc ma génération, en fait, on est offusqué par tout et on criminalise des idées, donc les idées ne peuvent même plus être entendables. Et que d'après Eugénie Bastier, ça étouffe complètement le débat, et que c'est une grosse erreur parce qu'à l'époque, on pouvait discuter de tout et que c'était ça qui faisait avancer le débat.
Elle dit également qu'aujourd'hui il y a une sorte d'archipélisation de la vie intellectuelle française et que maintenant les gens parlent seulement à leur communauté et refusent de débattre avec les gens opposés à leurs idées. Donc la gauche va parler qu'à la gauche, la droite va parler qu'à la droite via des médias, donc via leurs réseaux sociaux et compagnie. Et c'est grandement favorisé cette archipélisation par les réseaux sociaux. Et en fait, on ne se confronte plus à l'opposition. Et ça, pour Eugénie Bastier, et je suis complètement d'accord avec elle, c'est un gros problème pour faire avancer le débat parce qu'elle pense qu'un camp ne détient pas la vérité et que c'est seulement en se confrontant qu'on peut avancer. Sur l'organisation de pensée des intellectuels au niveau politique, Eugénie Bastier elle fait un triple constat. Le premier constat, c'est qu'il y a un renouveau des conservateurs. Elle dit que ce renouveau-là, il s'est vraiment organisé sous le quinquennat de François Hollande. Et elle explique cela par le fait qu'un camp, pour elle, se construit quand le camp adverse est au pouvoir. Et il y a eu plein de faits dans le réel, comme la crise migratoire, les attentats de Charlie Hebdo et puis les attentats qu'il y a eu, tous les sujets bioéthiques qui sont passés, le mariage pour tous, etc. Tous ces sujets-là ont fait qu'il y a eu une structuration en fait du camp conservateur. En gros, tout ce qui paraissait évident aux conservateurs, comme le mariage c'est entre un homme et une femme, ce genre de choses, etc., ils se sont rendus compte que c'était mis en danger par des gens qui ne pensaient pas du tout pareil, et ils se sont sentis donc obligés de un peu structurer ces pensées-là et de les théoriser. Donc en gros, les conservateurs ont commencé à faire émerger des livres pour théoriser pourquoi est-ce qu'ils pensent que le mariage pour tous c'est pas une bonne chose, ce genre de choses, etc. Et donc ça a créé un camp qui s'est en fait un petit peu qui a trouvé son apogée en 2017 avec la victoire de Fillon qui gagne la primaire de la droite. C'était vraiment le symbole que le mouvement conservateur avait envie d'avancer et de reprendre un pouvoir dans la vie politique française. Et cet élan-là, il a été stoppé net par la victoire de Macron. Mais il pourrait renaître aujourd'hui avec, je sais pas, par exemple, Éric Zemmour qui se présente aux élections. Ça, c'est pas dans le livre, hein, c'est moi qui le rajoute. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que la pensée libérale a du mal à continuer à convaincre. Les conservateurs comme Zemmour ou De Villiers font des ventes incroyables en France, avec leurs livres, etc. Là où il n'y a pas vraiment d'étendard de la pensée libérale en France qui sont vraiment connus. Et en fait, le libéralisme, petit à petit, depuis un bon moment, est mis à mal. Donc il y a eu plein d'événements du réel, encore une fois, qui l'ont mis à mal, comme la crise de 2008. Aujourd'hui, le Covid, ensuite la crise migratoire. Tous ces sujets-là mettent un petit peu à mal la mondialisation, le libéralisme, etc. Et donc cette pensée libérale a du mal à continuer à convaincre, et on le voit avec les mouvements comme les Gilets jaunes ou d'autres mouvements qui s'organisent également. Troisième constat, c'est que la gauche radicale ressuscite. Ça, c'est quelque chose que Eugénie Bastier constate aussi, c'est que avec la chute de l'URSS et du communisme, la gauche radicale, elle avait un peu disparu. Et là, finalement, petit à petit, on a l'impression que cette gauche radicale-là ressuscite. Et je sais pas si Mélenchon peut le qualifier de gauche radicale, mais je pense que oui. Les scores de Mélenchon aux dernières élections montrent qu'il y a eu une vraie résurrection de la part de la gauche radicale, même si ça tend à s'essouffler aujourd'hui, j'ai l'impression. Mais encore une fois, je ne suis pas du tout un expert politique, je suis tout nouveau dans le domaine. Ensuite, Eugénie Bastier parle d'un truc qui est super intéressant, c'est ce qu'elle appelle le tiers-parti intellectuel. C'est en gros les gens de gauche qui sont maintenant qualifiés de réactionnaires. C'est des gens de cette gauche universaliste et républicaine qui, d'après tout le monde, auraient basculé à droite. Donc on y trouve Finkielkraut, Régis Debray, Onfray. Donc ça m'a intéressé parce que moi, Onfray, je vous ai dit en intro, c'est un auteur que j'aime bien. Et ils auraient penché à droite sur des sujets comme l'islam, l'école et l'immigration. Et Eugénie Bastier va expliquer un petit peu avec des exemples concrets sur quel sujet il y a eu une division de la gauche et pourquoi en fait la gauche s'est complètement divisée en deux gauches différentes. Avec le sujet du voile par exemple, on a eu un moment, donc je ne sais plus exactement le nom ni la date, je crois que c'est à la fin des années 90, le problème de deux Marocaines qui sont allées en voile au collège. Il y a eu SOS Racisme qui a directement défendu ces jeunes Marocaines, ou ces jeunes d'origine marocaine, je sais pas.
contre des gens de gauche comme Régis Debray ou Badinter, Elisabeth Badinter, qui eux se sont complètement opposés à ça. On dit que c'était un danger pour la laïcité, etc. Donc ça c'est pour illustrer en fait cette scission qu'il y a eu dans la gauche et ces dissidents populistes de gauche comme Onfray ou Michela et d'autres intellectuels dont j'ai parlé juste avant. Et c'est dans une interview, j'ai vu qu'elle faisait une comparaison entre ces gens-là de gauche qui disent non, on se reconnaît plus dans la gauche progressiste qui supporte le mouvement du wokisme et compagnie. Donc nous, on a besoin de rester sur les vraies valeurs de la gauche, les valeurs originelles de la gauche. Et elle fait un peu une comparaison dans cette interview avec les communistes qui ont rendu leur carte au parti après l'invasion de Budapest de la part de l'URSS, ou alors après la publication en 1974 de l'archipel du Goulag, et qui se rend compte qu'en fait non, l'idéologie communiste, c'est plus du tout ce qu'on pense, donc nous on se sépare complètement de ce parti. Mais elle dit que ces gens-là, même s'ils se sentent plus de gauche, ils veulent pas du tout qu'on les appelle de droite, parce que pour eux la droite c'est pas du tout ça, et ils continuent en fait d'avoir des références de gauche, ils parlent que d'auteurs de gauche, etc., enfin souvent d'auteurs de gauche, etc. Et voilà. Ensuite elle parle aussi du fait que les universitaires sont majoritairement de gauche, et que à gauche on dit la droite a gagné la bataille des idées, et à droite on dit c'est la gauche qui gère tout, etc. Et donc elle explique un petit peu la vision de deux côtés en expliquant qu'en fait voilà, le milieu universitaire est majoritairement de gauche. La gauche s'est vraiment repliée dans ce bastion universitaire avec un certain snobisme parfois pour la télé et les médias populaires. Ça c'est quelque chose qui a été théorisé par Bourdieu, qui détestait la télé et qui trouvait que c'était un média pourri pour s'exprimer, donc il voulait absolument pas y aller. Donc ça, avec aussi le service public, avec Radio France, les chaînes de télé publiques qui sont avec des journalistes majoritairement de gauche, mais avec ce paradoxe des auteurs de droite qui, comme Zemmour et compagnie, qui vendent énormément de livres et qui donc semblent effectivement avoir gagné la bataille des idées. Il y a un autre sujet dont elle parle pas mal, c'est l'histoire. À un moment, elle parle de ce qu'elle appelle le roman national. Et puis elle parle du fait que, en gros, la droite a beaucoup de livres, comme celui de Zemmour, encore une fois, le suicide français, etc., qui vont vraiment faire des analyses un peu historiques et avoir une vision un peu long terme de la France, de ce qu'est la France et de ce que doit être la France, etc. Et elle parle de l'œuvre de Patrick Boucheron, donc qui a fait une réponse un petit peu à cette théorisation de droite de l'histoire de la France, en sortant son livre Histoire mondiale de la France, où il remplace l'histoire de la France par un roman multiculturaliste, où la France commencerait avec la grotte de Chauvet, avec une population, je crois, nomade et métissée. Tout ça pour dire que la France, c'est pas un peuple, mais c'est un territoire qui serait traversé par différentes populations, et qu'en fait, on a toujours été métissé, et qu'il faut aller dans ce sens-là, et que tout le reste, c'est n'importe quoi. Et en gros, Eugénie Bastier, elle dit que l'histoire, c'est fait pour... c'est fait. L'histoire doit être objective, elle le dit bien, mais elle dit que c'est fait pour unir un peuple, et qu'aujourd'hui, on s'en sert un peu pour désunir le peuple français, pour dire que tout le monde est pareil à tout le monde, etc. Mais la grande thèse en fait de cette histoire-là, pourquoi elle a écrit ce livre, Eugénie Bastier, c'est qu'elle dit que la guerre des idées, c'est l'alternative à la guerre civile, et que en fait, refuser le débat, c'est prendre le risque que des gens se radicalisent en ne se sentant pas écoutés. Et là que je bascule complètement sur moi ce que j'ai pensé de ce livre, parce que en partant là-dessus, sur le fait qu'effectivement, je suis d'accord avec elle sur le fait que ne pas écouter les gens et diaboliser des gens en mode ah non, ces gens-là ils pensent comme ça, je peux même pas leur parler, j'ai envie de vomir quand je les vois, ce genre de choses, ce que je peux entendre dans mon entourage qui est assez gauche et compagnie, enfin dans mon entourage d'amis. Je trouve ça hyper nul comme raisonnement, parce que en faisant ça, en refusant le débat, on prend juste le risque que les gens se radicalisent, entre guillemets, soient fixés sur leur position, et puis ça fait pas avancer, quoi, c'est nul. Et je suis complètement d'accord avec elle sur ce constat il faut vraiment, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas un camp qui a la vérité et l'autre qui l'a pas. La vérité, ça n'existe pas. Donc là, je vais basculer un peu sur de la philo et tout, mais par-delà le bien et le mal de Nietzsche, je suis complètement d'accord avec ça. Le fait que le bien et le mal, c'est des inventions humaines, et qu'en gros, il n'y a pas de bien et de mal, mais il n'y a pas de vérité et de contre-vérité.
tout est construction sociale. Donc là, je pense que Jenny Bastiel serait pas trop d'accord avec ça peut-être, mais tout est construction humaine. Et donc du coup, je trouve ça trop nul de se dire, moi j'ai la vérité, vous dites des conneries. Et donc ne pas débattre parce que ah moi je débat pas avec Zemmour parce que c'est un nazi, je sais pas quoi. C'est complètement débile et ça fait complètement pas avancer le débat et ça fait juste prendre le risque de créer une guerre civile, quoi. Donc complètement d'accord avec elle sur l'importance du débat. Après sur le reste, sur toute l'histoire des pensées, etc., de l'histoire de la gauche, la droite, ça voilà, c'est du factuel ce qu'elle donne, donc je trouve ça assez expliqué, enfin c'est expliqué de manière factuelle. Il y a quelques prises de position, mais bon, pas tant que ça. Je trouve que c'est vraiment donne des faits. Et donc j'ai trouvé ça super intéressant, super instructif. Et c'est vrai qu'elle m'a fait prendre conscience que j'ai l'impression qu'à droite, et c'est ce qu'elle dit dans son livre, hein, mais il y a vraiment une structuration et des figures de proue qui se démarquent un petit peu. Et elle en fait complètement partie. Et qui sont intellectuels, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment c'est basé sur des raisonnements, on n'est pas dans l'émotion, donc c'est ce qu'elle critique aussi, j'en ai pas trop parlé, mais sur le fait qu'aujourd'hui l'image prévaut sur les livres, l'émotion prévaut sur la réflexion, c'est un peu à l'américaine, quoi, genre on est tout le temps dans l'émotion, on réfléchit plus, on n'est pas sur du constat réfléchi. Et moi c'est ce que j'adore chez Onfray par exemple, c'est que Onfray il dit pas ah ça c'est pas bien, regardez, il est pas dans le pathos, il est dans le factuel, et ça moi ça me parle. Parce qu'il est vraiment en mode, voilà, telle personne pense ça, telle personne pense ça. Ce qu'il faut voir, c'est pourquoi il y a ça, est-ce que c'est bien, c'est quoi l'histoire de ce truc-là, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, enfin, vraiment de questionner, de toujours tirer dans tous les sens un sujet avant d'avoir une idée. Et j'ai l'impression que Eugénie Bastier, elle est un peu dans ce délire-là, enfin du moins dans cette partie de la guerre des idées. Alors après, la fin sur le féminisme et compagnie, j'ai besoin de le digérer, donc j'ai pas envie d'en parler maintenant, parce que j'ai besoin de digérer, je pense. J'ai pas envie de me mouiller là-dedans, parce que j'ai envie de le digérer avant d'avoir un avis. Mais voilà, je pense qu'elle fait quand même preuve d'honnêteté intellectuelle sur une grande partie du livre, et que sa démarche, je la trouve réfléchie et intéressante. Donc voilà, je ne suis pas particulièrement conservateur, je ne suis pas particulièrement de droite ou de gauche ou quoi que ce soit, mais je trouve que l'honnêteté intellectuelle du livre est intéressant. Et j'ai vraiment bien aimé, ça m'a appris beaucoup de choses et ça m'a fait réfléchir, ça m'a donné envie aussi de lire d'autres auteurs, donc c'était très très sympa. Voilà, alors c'est pas du tout une analyse poussée, je suis désolé pour ceux qui voulaient ça si vous êtes tombé sur la vidéo. C'est l'analyse enfin c'est le résumé plus l'analyse d'un mec qui connaît pas trop la politique et qui découvre ça, qui découvre et qui lit son premier livre de droite conservatrice. Mais c'était très intéressant en tout cas. Merci beaucoup, et puis on se retrouve très vite pour le dernier résumé de cette année, qui est un livre qui est trop cool, mais qui n'a aucun rapport avec la politique. Ciao ciao!